تحية صباحية طيبة لجميع الحاضرات والحاضرين من الباحثات والباحثين، سواء على مستوى مركز البحث الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية كراسك في قاعتي هنا في بعض الحضور احتراما للتباعد الجسدي، أو الحاضرين معنا انطلاقا من تقنية التحاضر المرئي عن بعد زوم، الحاضرين معنا الذين يصل عددهم إلى أكثر من 100. بداية أرحب باسم مركز البحث الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بهذه الشراكة المؤسسية بيننا وبين الوكالة الوطنية للبحث في علوم الصحة ATRSS، ومن خلالها البروفيسور نبيل أوفان المدير العام لهذه الوكالة. ونرحب جميعا باسمي الشخصي وباسم المركز وباسم ATRSS بالبروفيسور محمد مبتول السوسيولوجي، ونستطيع أن نقول أيضا الأنثروبولوجي المشرف العام على الكراسك سابقا، والباحث نستطيع أن نقول كما يقول عن نفسه الباحث المستقل في سوسيولوجيا وأنثروبولوجيا الصحة. في هذه الكلمات القصيرة أريد أن أشير إلى أولا أن هذه المحاضرة تأتي محاضرة افتتاحية للمركز وللوكالة للسنة البحثية 2020-2021، حتى لا نتحدث عن السنة الجامعية. والسنة البحثية نبدأها بما أشار إليه السيد المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بما يسمى بجامعة المعرفة. في إطار جامعة المعرفة نقيم هذه المحاضرة الافتتاحية حول التعايش مع كوفيد-19 من خلال دراسة ميدانية في وهران. قبل أن أسدي الحديث للبروفيسور نبيل أوفان أشير إلى أن الكراسك قام في الفترة الماضية منذ مارس 2020 بخمسة أعمال كبرى، نستطيع أن نقول مساهمة في هذا الإطار. أول ما قمنا به هو في إطار الواجب المدني للكراسك مع المجتمع، قمنا بما يسمى ببرنامج ابقى بيتك Stay at home. On a mis en ligne toutes les publications du CRASC, soit la revue Inseniette ou les ouvrages du CRASC. Ça, c'est la première action entreprise par le CRASC durant le premier semestre 2020. Deuxième action, c'était le lancement de quelques enquêtes exploratoires sur la question du Covid-19, soit sur, par exemple, les impacts de la société algérienne sur l'enseignement à distance, par exemple, sur le personnel de santé, sur l'impact psychologique, sur le phénomène de violence au sein des familles et sur la déscolarisation des enfants pendant pratiquement 6 à 7 mois. Troisième action qu'on a fait, on a participé à l'élaboration du rapport national réalisé par la conférence régionale des universités de l'Ouest, intitulé « Le vécu des Algériens durant la période du confinement et la stratégie post-Covid ». Le CRASC s'est chargé de la rédaction du volet socio-économique. Élaboration d'un deuxième rapport avec la participation d'une centaine de chercheurs, entre chercheurs permanents et chercheurs associés. Un deuxième rapport qui va être publié à la fin de cette année, intitulé Covid-19, premier enseignement et regard croisé. Et je tiens à remercier tous les chercheurs qui ont contribué, dont professeur Mebtoul ici présent. Quatrième action, c'est le colloque, le fameux colloque organisé par le CRASC, pandémie et société. Al-Mujtama'u wal-Ja'iha, société et pandémie, avec la participation de 43 chercheurs algériens et même dans le monde arabe et de l'Europe. Voilà, et la cinquième action, grande action, c'est une action appelée stratégique du CRASC, c'est l'élaboration du livre blanc du CRASC, plan stratégique 2020-2030. Voilà
on essaye d'être là, et ça sera aujourd'hui une deuxième occasion de présenter une enquête de terrain réalisée par le professeur Mohamed Mettoul sur cette question, c'est vivre avec Covid par la population, et ça sera le cas d'Oran. Je tiens à remercier une deuxième fois le professeur Mettoul pour cette initiative, pour ce travail, pour cette enquête, avec la collaboration d'une association, Sidnawari, qui est une association très active, et même des collègues, des médecins au niveau de l'Observatoire de santé ici à Oran. Et au nom du CRAS, je tiens à les remercier vivement pour cette participation, pour cette collaboration et ce travail commun entre les sociologues et les médecins. Voilà, je vous remercie et je donne la parole à M. Nabil Aoufen pour présenter à peu près la TRSS avant de laisser la parole au professeur Mohamed Mettoul. Merci. أيها السيدات الفضليات والسادة الأفاضل، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Monsieur le sénateur, très cher maître, monsieur le recteur, nous sommes honorés de votre présence parmi nous à plusieurs titres. Le titre d'enseignant-chercheur, de responsable pédagogique et responsable de la recherche scientifique et particulièrement la recherche en sciences de la santé. Et vous m'avez précédé dans cette mission qui est très longue. Je voudrais remercier monsieur le directeur du CRASC, mon ami et mon frère, qui nous lie une amitié avec le CRASC, professeur Mesteri, et on est lié aussi par une convention cadre. Et Dieu seul sait que je suis très heureux aujourd'hui de partager ces moments exceptionnels qui, grâce à mon ami le professeur Mettoul, qui nous donne cette opportunité de croiser les regards et de croiser les échanges. Et comme j'adore cette phrase, que la TRSS a un sacerdoce et un engagement, on ne fait jamais dans l'exclusion, et c'est notre carte. Voici aujourd'hui la preuve de ce qu'on a engagé auprès de la TRSS, qu'on est en train de réaliser tous ensemble. Alors je vais aller sur un petit peu, faire comme mon collègue et mon prédécesseur, le professeur Mesteri, de faire un petit peu le bilan de ce qui a été une nouvelle dynamique. L'avant-Covid et le post-Covid a impulsé une nouvelle dynamique et une nouvelle réorganisation, avec ses exigences, avec ses besoins et bien entendu avec ses obligations. En tous les cas, aujourd'hui, nous sommes plus convaincus qu'hier que négliger la recherche, c'est aggraver un petit peu notre avenir. Cette pandémie du SARS-CoV-2 a été une crise d'une grande ampleur, sans précédent. Et certainement va nécessiter des solutions sans précédent. La recherche et l'innovation, mesdames et messieurs, honorables assistance, jouent un rôle dans la lutte contre la crise, que ce soit à court, moyen et même à long terme. Elle nous impose aujourd'hui, à nous les scientifiques, une collaboration essentielle de tous bords qu'on soit praticiens hospitaliers, qu'on soit des chercheurs, des scientifiques, des sociologues, des anthropologues, et incite bien entendu la recherche et l'innovation qui va certainement stimuler la résilience économique et sociétale. La TRSS, l'agence thématique, dont je suis le manager actuellement, est rappelée par ce dialogue transversal, ce dialogue transdisciplinaire et surtout transsectoriel qui doit être en ligne sur ce sujet, comme vous le savez fort bien, très important et crucial. Quelles ont été nos stratégies de l'Agence thématique de recherche en sciences de la santé pour lutter contre cette pandémie qui est le coronavirus
Covid-19. Elle nous a rappelé, cette pandémie, le rôle crucial de la recherche scientifique pour apporter des réponses et des solutions à ces menaces. C'est le moteur de la prise en charge des meilleures décisions qui ne peuvent être fondées que sur des données probantes. Les données probantes, les données du terrain. Je tiens à remercier notre ami le professeur Mektoul d'avoir engagé cette expertise et son expérience au niveau d'Oran, et on aurait souhaité pouvoir que cette expérience soit partagée, que ce soit à l'échelle du centre ou à l'ouest, pour en tirer les meilleures résolutions. Je profite de la présence de M. le sénateur pour dire que les gouvernements, mesdames et messieurs, se réfèrent à la recherche scientifique pour les guider dans la prise de décision, afin de protéger les populations et de contenir toutes les propagations des maladies émergentes et réémergentes et de gérer cette épidémie ou cette pandémie. Dans ce contexte de défis planétaires et socio-économiques pressants et sociétaux, des solutions durables et innovantes exigent de nous les chercheurs, nous les scientifiques, de toute la communauté scientifique, des solutions innovantes, efficaces, transparentes et dynamiques. Non seulement issues simplement des scientifiques, mais de tout l'ensemble, de toute la société, sans exclusion aucune. Cet échange primordial, indispensable, nécessaire, vital, de toutes ces informations scientifiques, de toutes ces données sur la Covid-19, sauvera certainement des millions de vies. À nous, tous ensemble, de mobiliser les décideurs, la société civile, le secteur privé, le secteur public et les titulaires de brevets pour collaborer davantage avec les scientifiques. Partager les données aujourd'hui. Ces données scientifiques qui permettront certainement de répondre à nos besoins et aux besoins de la société. Ces connaissances scientifiques, mesdames et messieurs, conduiront à des innovations remarquables qui ont été d'un grand bénéfice pour l'humanité. Alors, j'étais impressionné par votre arabe littéraire. في عجالة سوف أتكلم rapidement des actions qui ont été réalisées au niveau de la TRSS. Très bien. Alors, je profite pour saluer M. Bouziani, l'épidémiologiste et le praticien de santé publique, qui a été, au départ, un expert conseiller de l'agence en matière de la stratégie organisationnelle sur le plan préventif. Donc, au niveau de la TRSS, c'était au début du mois de mars, précisément le 28 février, nous avons reçu une orientation de notre direction générale pour mobiliser un petit peu toute la communauté nationale et établie à l'étranger pour mettre en place un protocole de prise en charge. Alors au départ, c'était l'organisationnel, et je vais dire quelques mots, ça a été en 3 stades en quelque sorte. C'est comment freiner l'introduction du virus dans le territoire national, comment freiner sa propagation, la propagation de la maladie, et bien entendu comment freiner l'épidémie et atténuer ses effets, sous tous les aspects, médicamenteux, diagnostiques et thérapeutiques. C'était le volet organisationnel, et donc ça a été dans le détail, je ne voudrais pas revenir sur le plan de riposte qui a été initié au niveau de la TRSS, non plus sur le dépistage, non plus sur le volet thérapeutique. Sur le plan pratique, on a établi pratiquement 10 axes qui ont été réalisés et mis en œuvre grâce à ce comité ad hoc, bien entendu. On a lancé un appel à compétences. Un appel à compétences qui a été lancé à toute la communauté de scientifiques algériens et même ceux qui sont établis à l'étranger,
Et nous avons comptabilisé plus d'une centaine de propositions. Vous avez le lien sur cette plaque, vous pouvez voir un petit peu les soumissions qu'on a eues. Toutes ces propositions ont été traitées par le comité scientifique ad hoc et nous avons au départ sélectionné 34 projets. Sur ces soumissions ont été retenues les propositions qui sont en cours de financement au niveau de notre département ministériel, et ça a concerné l'intelligence artificielle, le data mining, le diagnostic moléculaire, biotechnologie, l'immunologie, et la nanotechnologie et la pharmacologie. En parallèle, cet appel de compétences et appel à la soumission, la TRSS n'a pas manqué de faire, n'a pas cessé de se mobiliser sur un plan de communication. Et nous avons pris contact. La TRSS a pris contact avec notre collègue et ami, le professeur Taha Merhoub, qui est expert en scientifique installé sur la rive est des États-Unis, membre de notre conseil scientifique. Il a été décidé, en commun accord avec lui, de mettre en place un comité de lecture des différentes publications. Comme vous le savez, toutes les publications scientifiques à l'échelle nationale et à l'échelle internationale pour nous faire des synthèses sur la Covid-19. Et de mettre à notre disposition, à la disposition des chercheurs, les dernières mises à jour et les dernières recommandations et les derniers documents officiels, ainsi que les fiches thérapeutiques et les fiches techniques concernant la Covid-19, comme vous le savez au départ. Et personne n'avait la certitude sur la prise en charge, surtout des cas graves de Covid-19. Et de ce public, je tiens à le remercier, le professeur Taha Merhoub. Deuxième aspect de communication de la TRSS, tous les membres, tous les gestionnaires qui étaient en charge de cette pandémie, des centres de recherche ou des unités de recherche, ont mis la main à la pâte, si vous passez ce mot, et on a participé le 31 mars à une émission de service public chaîne 3, comment mobiliser davantage la communauté scientifique. La TRSS a participé avec le CDTA et l'UDES, du Centre de recherche des énergies renouvelables. Le 18 mai, il y a une autre intervention sur la santé MAD. On a fait un point de situation de toutes les soumissions et l'état d'avancement et des livrables des travaux de recherche qui ont été initiés par toutes les universités et les centres de recherche en matière de santé. La TRSS a participé activement par le biais de la conférence régionale dans la rédaction de la stratégie de déconfinement. Et enfin, la TRSS a lancé un appel à contribution pour un numéro spécial. Un numéro spécial sur notre journal qui est la revue algérienne. C'est l'Algerian Journal of Health Science sur la Covid-19 qui paraîtra sous peu. Le 16 juillet, à l'échelle internationale, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur a mandaté la TRSS pour le représenter dans une réunion virtuelle avec l'Union européenne et l'Union africaine sur la recherche et l'innovation. Et la TRSS a participé sur 4 thèmes principaux: la santé publique, la transition verte, les innovations et technologies et la capacité pour la science. Voilà, Firoudjena. On ne se serre plus la main, mais on va se serrer la main d'une façon virtuelle. Je remercie infiniment M. Metour. Au départ, j'ai sincèrement adhéré. Et après toutes les difficultés de la mise en place sur le plan stratégique de cette conférence, je suis heureux d'être ici en compagnie de mon collègue et ami Mysteri
qui, comme à l'accoutumée, nous offre cet espace d'échange entre les sciences médicales et toutes les autres sciences, et particulièrement les sciences sociales et l'anthropologie de la santé. J'espère que je n'ai pas été trop lent et je vous souhaite une bonne continuité avec notre orateur, M. Le Tour. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour essayer de débattre collectivement et de façon contradictoire sur la question très complexe et totalisante de la pandémie Covid-19. Alors je vais donc un mot de remerciement, je vais prendre un peu de temps et je pense que c'est important de dire, je suis convaincu, sincèrement convaincu, que des champs du possible existent, pour travailler avec nos multiples différences à la fois personnelles, professionnelles et institutionnelles, qui permettent de mobiliser collectivement nos atouts et nos ressources matérielles et intellectuelles dans une sorte de mutuelle. Le mutualisme, c'est important, hein, c'est mettre ensemble tout ce qu'on a d'une manière collective, hein, pour donner du sens à un travail collectif. Je pense que tous les chercheurs qui sont là, le travail de recherche est un travail collectif. Alors, et aujourd'hui, je pense que c'est important ce qui se passe aujourd'hui, parce que celui-ci, le travail collectif aujourd'hui porte la marque de 3 institutions publiques, d'une association de santé et d'un chercheur retraité, orphelin de toute attache officielle, se limitant à voyager, entre guillemets, à voyager entre l'une et l'autre, pour dire que le rêve, notre rêve est permis de produire modestement, mais très modestement, quelques petits repères, pour comprendre de l'intérieur, le sens attribué à la pandémie par les personnes, par la population. Hein? Je remercie sincèrement les directeurs généraux de la PRSS et du TRAS, ainsi que leurs équipes respectives, qui ont fait un travail invisible important pour tenter d'organiser cette journée d'études, hein, et qui ont assuré avec beaucoup d'abnégation et de rigueur l'organisation, pas toujours facile, de cette rencontre. Ils ont spontanément répondu favorablement à ma demande de présentation de cette étude. Alors, une présentation sur le plan de l'organisation de la recherche, ce travail de recherche préliminaire, nous n'avons pas exploité toutes les données de l'enquête, hein, a émergé à partir d'une dynamique scientifique horizontale et autonome. Hein, je pense que cette notion d'horizontalité est extrêmement importante. Il faut peut-être la retravailler. Elle est porteur d'un local autre. C'est important. J'y tiens à cette notion d'horizontalité, parce que la notion d'horizontalité privilégie la logique des réseaux, impliquant des praticiens de la santé très motivés depuis des décennies par les questions de santé publique et de présentation. Je les cite nommément, hein, Kamel Drixi, qui n'a pas pu être là, qui est d'Alger, et Nawal Belharbi, respectivement président de l'association Santé Sud, l'ORI, et directrice de l'Observatoire régional de la santé d'Oran, un observatoire régional de la santé qui est situé à Grand Bétail, qui s'occupe des travaux d'études épidémiologiques, ont été mes complices avisés dans ce projet de mettre en place une étude de terrain sur la Covid-19. Donc ils ont été partie prenante de l'aventure scientifique. Hein, partie prenante de l'aventure scientifique. Ils ont mobilisé 8 jeunes de formation universitaire très diversifiés. Il n'y avait pas de sociologues dans l'équipe des jeunes. C'était des ingénieurs, des informaticiens, spécialistes de la communication. Hein, et 4 professionnels de la santé, des médecins généralistes qui étaient confinés pendant la Covid-19. Donc, ils ont été initiés aux aspects méthodologiques de la recherche qualitative, bien entendu, hein, la présentation du projet, la façon de faire l'enquête, etc. Et elles ont mené avec passion, cette équipe a mené avec passion le travail d'enquête auprès de la population d'Oran. Cette recherche socio-anthropologique sur la pandémie 19 a été réalisée bénévolement.
il n'y a aucun argent qui a été dépensé pour cette étude. C'était bénévole. Vous voyez que la recherche, parfois, il faut un peu d'initiative et de moyens pour engager des petites choses modestes. Modestes. Donc, c'était bénévole. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, je vais essayer de revenir à ma conférence, mon intervention sur vivre la pandémie Covid-19 à Oran. Ça va vous écouter? C'est bon, là, le micro, il est bon. Voilà. Alors, je vais revenir en 2 points sur l'origine de cette recherche. Soit qu'il faut expliquer un peu historiquement l'origine de cette recherche, très rapidement, parce que sinon on va prendre un temps fou. Donc, la première raison fait référence à ma trajectoire scientifique de longue durée. Plus de 35 ans dans le champ de la sous-discipline représentée par la socioanthropologie de la santé. Donc je n'ai pas de mérite, hein. C'est une continuité avec ce que j'ai fait pendant 35 ans, de façon passionnée, me semble-t-il, pendant 35 ans, au sein du GRACE. Donc je me suis bien entendu appuyé sur mes recherches antérieures pour tenter modestement de comprendre. Cette notion de compréhension, elle est importante. Elle est très importante. On explique les choses, on donne des points de vue, mais on ne cherche pas à comprendre. Comprendre, c'est essayer de voir le point de vue de l'autre. C'est ça l'anthropologie. L'anthropologie, il y a un seul mot, c'est l'altérité. C'est comprendre ce que pense l'autre, ce que fait l'autre, pourquoi il le fait, comment il le fait, etc. Et ça, c'est ça notre travail. Ce n'est pas le point de vue de Meptoul, il n'est pas intéressant le point de vue de Meptoul. C'est la société qui m'intéresse. Donc comment la société pense la pandémie. Et je crois que c'est important de le dire. Hein. On n'essaie pas de comprendre. De l'intérieur, du dedans. Vous savez, l'anthropologue, il y a 2 choses. C'est la présence engagée. Il n'y a pas d'anthropologie sans présence engagée sur le terrain. Sinon, on n'est pas anthropologue. On est fonctionnaire chercheur. On n'est pas anthropologue. Et le deuxième aspect de notre travail, c'est la distanciation. Nous allons prendre de la distance. On ne va pas reprendre textuellement ce qu'ont dit les gens, mais on va traduire ce que disent les gens d'un point de vue anthropologique et sociologique. Donc, je souhaiterais donc brièvement reprendre 2 présupposés théoriques faisant référence au sens du mal. Le premier présupposé théorique, qu'est-ce que c'est que le sens du mal, hein? Le sens du mal. Et le deuxième présupposé, qu'est-ce que c'est que la vie? La vie en tant que telle, pour reprendre l'expression de Didier Fassin, qui était médecin, qui est médecin généraliste et anthropologue, hein, et qui aujourd'hui a une chaire en santé publique au niveau du Collège de France. Donc, il y a la vie, pandémie fait référence à la vie, fait référence au sens du mal. Donc je vais expliciter très brièvement ces 2 présupposés théoriques. Le sens du mal d'abord, et après je reviendrai à la vie en tant que telle. Alors, le sens du mal, c'est un titre, c'est le titre d'un ouvrage qui a été coordonné par Marc Auger et Claudie Merslitch en 1984. Ce sont les 2 cofondateurs, à la fois Claudie Merslitch, qui a fondé la sociologie de la santé dans les années 70, et Marc Auger, qui est le fondateur en Côte d'Ivoire sur la question de l'anthropologie de la maladie. Il a travaillé en Afrique, en Côte d'Ivoire, et qui a été fondateur. Donc ils ont coordonné un livre avec toutes les sciences sociales, les chercheurs, les historiens, les sociologues, les psychologues, sur le sens du mal. Alors, qu'est-ce que ça signifie, le sens du mal? Il me semble qu'il permet d'éclairer la complexité de l'événement maladie. Pour nous, anthropologues et sociologues, la maladie, ce n'est pas un état organique. C'est pas un état organique. C'est pas disease en anglais. C'est à la fois disease, illness et sickness. C'est à la fois le ressenti et la confrontation du malade avec la société, avec les institutions. Donc le sens du mal montre un peu la complexité. La maladie produit un mal pluriel qui n'est pas simplement unique, qui n'est pas simplement le monopole du médecin. La maladie est réinterprétée, c'est ça le sens du mal, est réinterprétée et produit du sens pluriel concernant la maladie. Et ce qu'on observe sur le terrain, quand on essaie de comprendre cette quête de sens et de soins, les gens vont être à la quête de sens et de soins. Les gens ne sont jamais passifs. Ils vont chercher pourquoi je suis malade, qu'est-ce qui s'est passé, où je dois aller, pourquoi je dois me soigner. Donc, cette quête de sens est importante parce qu'elle montre bien comment les trajectoires des malades chroniques sont toujours sinueuses, sont toujours en dents de scie, incertaines.
mais qui fait intervenir une pluralité d'acteurs. Le pharmacien va intervenir, le radiologue va intervenir. Donc vous avez une pluralité, la famille va intervenir, des associations vont intervenir. Donc vous voyez comment le sens du mal va permettre de mobiliser une pluralité d'acteurs. Ce n'est pas le médecin qui est simplement concerné par la maladie. Donc vous voyez, c'est une pluralité d'acteurs. Et il y a la notion d'incertitude. Hein. Quand on a une maladie chronique, c'est des trajectoires incertaines. Où on va, je ne sais pas, on ne sait pas. Même le médecin ne sait pas. Ça peut évoluer positivement comme négativement. C'est ça l'incertitude de la maladie chronique. Que ce soit un diabète, que ce soit un cancer, hein, on ne connaît pas l'étiologie. On a des bien sûr, ce plan d'étiologie, on est probablement, mais on ne sait pas, on ne sait pas. Donc c'est la modestie, on ne sait pas très bien. Donc on voit bien que la population, loin d'être passive, est toujours conduite à produire à partir de ses expériences sociales. Les gens ont des histoires. C'est pour ça que cette notion me révolte. Moi, c'est une notion qui me révolte. Quand on parle de comportement en soi, il n'y a pas de comportement en soi. Les gens, ce n'est pas des électrons libres. Ils ne sont pas producteurs de leur rationalité. Il faut les insérer dans des situations, dans des histoires, dans des dynamiques socio-sanitaires. Sinon, on ne comprend pas ce que c'est qu'un comportement en soi. Cette notion de comportement à risque, je la critique fortement. Hein? On verra tout à l'heure cette notion de risque au sens sociologique du terme. Hein? Donc c'est important de complexifier, de donner plus d'épaisseur, plus de richesse à cette notion de maladie qui est un événement extrêmement important, à la fois organique, bien entendu, psychique et sociologique. Alors, la population, elle va produire un sens du mal toujours pluriel qui traduit. Alors, le sens du mal va traduire c'est le rapport à la société et aux politiques. Quand je parle de ma maladie, je parle de la société, je parle du politique. Ce n'est pas un discours. Les gens vont produire des métaphores autour de la maladie. Hein? Les enfants ne travaillent pas. Hein, mais je suis malade, c'est plus mes enfants qui m'intéressent, etc. Il y a de la saleté dehors, je ne peux pas. Donc les gens, ça c'est important, c'est la maladie. Quand on parle de la maladie, on parle de la société et du politique. Ce que j'entends par le politique, le politique est une instance qui régule, qui administre et impose ses normes dominantes à l'ensemble de la société. Là, je reprends les travaux de Mouffe, la politologue anglaise. Hein. Voilà, le sens du mal, c'est de montrer la complexité du sens du mal. Deuxième présupposé théorique, c'est la vie. Alors, parlons de la vie en tant que telle. La vie, c'est tous les événements qui vont se produire depuis la naissance jusqu'à la mort incluse. La notion de vie fait référence à la fois, là je reprends le philosophe et le médecin Canguilhem, qui est un grand philosophe, hein, qui montre bien qu'il y a le vivant, ce qu'il appelle le vivant. Le vivant, c'est, pour vous connaissez, c'est le vivant, c'est l'organisation de la matière. C'est la biologie, c'est les sciences, les sciences qui permettent de comprendre le corps organique, le corps biologique. Ça, c'est le vivant. Et il y a ce que nous, sociologues, nous appelons le vécu. Le vécu, c'est l'expérience des êtres humains. Les gens vont produire des expériences. On oublie que c'est important. Vous savez, les gens ont toujours des expériences, toujours des choses à dire sur le mal. Bien ou mal, mais ils ont des choses à dire sur le mal. Donc il y a des expériences. Donc il y a le vivant, c'est le biologique, et le vécu, c'est la société, avec ses acteurs différents. Donc ça a été développé par Georges Canguilhem, 1986. Georges Canguilhem, n'oublie pas que Canguilhem a été le professeur d'un grand autre philosophe, c'est Foucault. Canguilhem a formé Foucault. Hein, et c'est extrêmement important. Hein. Donc, ce que Canguilhem montre, qui est très important, il montre que entre le vivant, l'organisation de la matière, et le vécu, il y a des chevauchements. Le biologique et le social s'interpénètrent. Hein. Donc je ne peux pas, en tant que sociologue,
me reproduire à l'identique un discours médical. Je ne suis pas médecin, je suis sociologue et Pierre de lettres. Hein. Donc j'essaye de montrer comment il y a des interprétations entre le biologique et le social. Hein. Ces interprétations restituent l'épaisseur de la notion de vie, lui donnent une épaisseur de la notion de vie, car ils permettent de mettre d'autant en relief, ils permettent de mettre à la fois les enjeux scientifiques, et les enjeux scientifiques, au fait on en parlait, il y a des enjeux aussi politiques, et des enjeux moraux. J'ai relu un peu l'histoire de la pandémie dans le monde, j'ai un peu relu la peste, etc. J'ai potassé parce que ça m'intéressait. Et on voit comment l'histoire de l'épidémie dans l'Europe, il y a eu 4 pandémies, 4 épidémies. Hein. En Afrique, il y a eu encore plus d'épidémies. L'histoire de l'épidémie, c'est une histoire sociale et politique. La colonisation au XVIIe siècle aux États-Unis, elle a transposé. Les Américains ont subi l'importation de l'épidémie. Hein? Les jésuites ont été les vecteurs de cette transmission. À la fois les guerres, le commerce et l'épidémie. L'épidémie fait partie de la production de la notion de colonisation. Hein? L'épidémie elle circule. L'épidémie, c'est la circulation. Épidémia, dans le langage, dans le latin, le dictionnaire latin, médical, hein, c'est la circulation. Donc on voit bien qu'il y a des enjeux politiques extrêmement importants. On rappellera que la notion connue de biopouvoir de Michel Foucault qui montre de façon rigoureuse la gouvernementalité de nos corps biologiques. Donc toujours le lien entre le biologique et le social. Michel Foucault vous dit mais nos corps biologiques sont régulés par le politique. Biopouvoir. Il montre le lien entre le biologique et le social. Hein? Donc on ne peut pas rester dans l'hégémonisme du biologique ou du médical pour comprendre la pandémie. Hein? C'est ça que j'essaie de montrer. Hein? C'est que j'essaie de montrer pour essayer de montrer qu'au fond, alors, autre grand philosophe, c'est Derrida. Derrida, qui est un grand philosophe, et qui, au moment de mourir, il savait qu'il était mourant. Il savait qu'il était mourant. À la fin de sa vie, en raison de sa maladie, il développe la notion de survie. Il savait qu'il était mourant. Hein, et il va dans un entretien, il va montrer comment, alors je le cite, hein, survivre au sens courant, c'est continuer à vivre, mais aussi à vivre après la mort. C'est vivre après la mort. On peut dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais si, il montre comment il y a une continuité, que la mort et la vie sont entrelacées. Vous allez me dire, mais non. Il montre bien que finalement, même quand on meurt, on laisse quelque chose dans la vie. Hein, on laisse quelque chose dans la vie. Et tous, comme nous sommes, on laisse. Hein, les gens qui laissent des photographies, des souvenirs, des enfants, des livres. Donc la mort laisse quelque chose de la vie. Donc il montre bien comment survivre, c'est à la fois encore pleinement en vie et vivre au-delà de la mort. Et vivre au-delà de la mort. Il montre cette continuité extrêmement importante. C'est à la fois pleinement vivre. D'un côté, c'est l'affirmation inconditionnelle de la vie et de la jouissance de vivre. De l'autre, c'est l'espoir d'une survivance par la trace laissée aux autres. Et on reprend un autre philosophe qui est très humaniste, je pense que c'est un des plus humanistes en France, c'est Montaigne. Montaigne, qui est d'abord aussi, pour nous, c'est un éducateur. Hein, c'est lui qui disait une tête bien faite, pas une tête bien pleine. Hein, c'est Montaigne. Mais là, Montaigne, ce qu'il dit, tu ne meurs de ce que tu es, tu ne meurs de ce que tu n'es pas malade, mais de ce que tu es vivant. Hein, la mort fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie. Donc voilà, c'est pour essayer d'argumenter théoriquement la question de l'interprétation entre le biologique, le social et le politique. Hein? Et la pandémie est au cœur de cette interprétation. Alors, pour le sociologue que je suis personnellement, hein, il m'aurait semblé inimaginable
de m'enfermer ou de reprendre dans une sorte de conformisme. Le sociologue est tout sauf conformiste. Qu'est-ce que c'est que le conformisme? Ben, le conformisme, c'est reprendre l'idée dominante dans la société. Être conformiste, ben oui, c'est le sens commun, c'est ça, ils ont raison. Hein. Je ne suis pas médecin, mais j'accepte. Donc voilà, donc c'est le conformisme ambiant, mais aussi, avouons-le, c'est un conformisme paresseux. Paresseux. Parce qu'on ne s'interroge pas. On ne se pose pas de questions. Or que le sociologue, le chercheur, c'est se poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce que c'est que le sens de la vie, etc. Hein? Donc, reprendre le discours très hégémonique centré uniquement sur le corps biologique et les normes sanitaires à mettre en œuvre pour lutter contre la pandémie. C'est important, bien entendu. Hein? Ces règles sanitaires sont extrêmement importantes. Mais la question pour le sociologue, c'est leur mise en œuvre. C'est leur mise en œuvre. Le rapport que les gens vont construire. Ah, c'est ça qui est important aussi. Hein? C'est ça qui est important. Donc, c'est que pour lutter, en faisant, on ne peut pas faire abstraction du corps perçu. Le corps, il y en a un corps perçu. Notre corps est pluriel. Notre corps n'est pas simplement physiologique. Hein? Les malades vont dire donc les gens vont produire un imaginaire autour du mal, un ressenti. Et ça, c'est important. C'est le corps perçu. Et il y a le corps, bien entendu, le corps vécu. C'est la façon dont les gens vont faire face à la pandémie. Comment ils vont faire. C'est le sujet de notre... Comment les gens vont faire. Qui, loin de s'entrer dans une frontière irrémédiable, avec le premier, le corps biologique, le complexifie, le donne sens. Et j'essaie d'articuler ces trois ce triple corps, le corps biologique, le corps psychique, le corps perçu et le corps vécu. Voilà, ça c'est la raison historique, hein, liée un peu, mais les fondements théoriques de mon approche. C'est important de le dire, je ne vais pas commencer à présenter l'enquête. Pour moi, il y a un lien entre théorie et travail empirique, il y a un lien. On ne peut pas séparer l'empirisme du travail théorique, il y a un lien. Hein. Le théorique va nous permettre, comme dirait Popper, le grand philosophe allemand, le théorique va nous permettre, c'est l'éclairage, c'est un phare. La réalité est très compliquée. Et le théorique va nous permettre de clarifier, de voir quel est le mot important. C'est le phare. Donc j'essaie de présenter le phare avant de présenter la réalité sociale. Alors la deuxième raison, c'est une raison un peu liée à la volonté de déconstruire des jugements rapides sur la société. Hein? Je crois qu'on a construit beaucoup de jugements rapides sur la société, et un sociologue déconstruit, c'est son rôle de déconstruire, de remettre en question. Hein? Je ne suis pas un expert. Les gens confondent entre l'expert et le chercheur. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. L'expert, il est dans l'immédiateté. Il est dans l'action. Il doit présenter, ce que disait Nabil, des propositions, des avis au pouvoir. Moi, je suis un chercheur. Le chercheur, c'est pas l'expert. Le chercheur de terrain, c'est celui qui doute. Celui qui est dans la solitude, qui se remet lui-même en question. Je me remets en question. Je suis dans l'autocritique, constamment dans l'auto. Je ne suis pas dans la certitude. Et je voudrais bien que cet exposé soit remis en question. C'est ça la science. Vous savez, la science, il y a trois choses. C'est la transparence, le pluralisme et le débat contradictoire. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de science. Il n'y a pas de science, c'est pas la peine. On est dans les certitudes. Je ne veux pas être dans les certitudes, je vais être dans la certitude. Comme la pandémie, on est dans la certitude. Moi, je vais être dans la certitude. Hein? Donc, de questionner le discours moral dominant qui reproduit des jugements trop rapides sur la façon dont les différentes professions construisent le rapport. Alors là, on a eu des mots qui m'ont fait mal. Hein. Pas en tant que personne, mais tout, je peux accepter, mais tout, j'accepte, des mots qui font mal. Inconscient, indiscipliné, incivique, dans les médias et le politique. Pendant des mois, on n'a parlé que de ça. On a parlé de ça. On a créé une ambiance oxygène, très, très anxieuse chez les gens. C'est la peur dans la peur. Hein, c'est la peur dans la peur. Et je pense qu'il faut faire attention aux mots. Hein, les mots sont importants. Donc ils n'ont pas fait l'objet, ces mots-là. Quand vous utilisez ces mots-là, il faut les mettre en perspective. Il faut les contextualiser par rapport à la société. Donc, je parle de la société, si vous voulez parler d'inconscient. Hein. Et cette notion d'inconscient, elle est de l'ordre de la psychanalyse. C'est Freud qui parle. Nous avons tous un inconscient. Nous avons tous un inconscient. C'est quoi l'inconscient au sens freudien du terme? C'est un lieu de mémoire où on refoule tous nos drames, toutes nos humiliations, hein, et tous, on refoule. C'est un refoulement. C'est ça l'inconscient.
C'est ça, c'est un lieu de mémoire implicite sur lequel on va refouler toutes nos histoires dramatiques. Hein? Donc il faut faire attention aux mots, l'inconscient. Puis quand vous parlez d'inconscient, vous créez c'est le sida, on a créé les 4M. Rappelez-vous le sida, les 4M, haïtiens, homosexuels, on a créé des dichotomies. Hein? Et là, on crée les gens qui sont conscients et les gens qui sont inconscients. Hein? Or, il faut faire attention à cette notion d'inconscient et de... Alors, indiscipliné aussi. Hein, indiscipliné. Vous savez, l'indiscipline, discipline, c'est une construction sociopolitique. Hein? Elle est liée à la citoyenneté. S'il n'y a pas de citoyenneté, vous ne reconnaissez pas l'autre comme citoyen. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais il y aura de la violence, de la contre-violence. La contre-violence. Hein? Donc attention, aux mots, il faut les retravailler, les mots. Il faut les retravailler, il faut réfléchir de façon critique. Pas d'indiscipline. D'abord, c'est moral. Or, une analyse scientifique, elle dépasse la morale, Sinon, on n'arrive pas. Donc, ils n'ont pas fait l'objet d'une perspective. Il faut mettre en perspective. Et aussi d'un travail d'immersion sur le terrain pour tenter de comprendre finement qu'est-ce que disent les gens sur la pandémie. C'est à partir de cela qu'on pourra parler peut-être d'inconscient. On verra. Inconscient, conscient, on va voir sur le terrain. Hein, on va voir. Hein. Mais d'abord, soyons modestes, essayons de comprendre la signification attribuée par les gens. Alors, la société ne se donne pas à explicitement voir dans sa spontanéité. Hein. La société est toujours opaque. On ne donne pas. La société est dans l'opacité. Sinon, on n'aurait pas besoin d'être sociologue. On n'aurait pas besoin d'être sociologue si elle était transparente. Donc la société, il y a des choses implicites, il y a des non-dits. Hein. J'aime bien la définition de la société de Ballandier, hein, qui donne une très belle définition. Ce qui est nommé société, entre guillemets, ce qui est nommé société, ne correspond pas à un ordre global déjà là, hein, déjà fait. La société, elle n'est pas naturelle, elle n'est pas déjà faite, la société. La société, c'est une construction d'apparence et de représentation ou une anticipation nourrie par l'imaginaire. Ce que veut nous dire Ballandier, mais attention, la société est retravaillée constamment par d'autres acteurs politiques, acteurs sociaux, et on est dans ce Goffman, et j'aime bien Goffman, c'est un auteur que j'aime bien parce qu'il parle de la théâtralisation de la vie sociale. Hein? Donc vous voyez comment il y a le culte de l'apparence dans ce hein? Le culte de la mise en scène. Et ça marche bien en Algérie, la mise en scène, ça marche très bien. Hein? Les gens se mettent en scène. Dans une société virile, dans une société patriarcale, on se met en scène. Hein? On se met en scène. Hein? Donc cette notion de mise en scène, elle est extrêmement importante. Donc, en conséquence, l'immersion du chercheur dans les espaces sociaux est impérative pour tenter à un niveau micro-sociologique d'écouter, de restituer et de traduire rigoureusement les propos des interlocuteurs. Cette posture est pertinente parce qu'elle permet de remettre en question nos certitudes, hein, nos jugements, élaborés souvent dans l'urgence, occultant la complexité de la réalité quotidienne. Et vous savez, quand on voit, juste pour une parenthèse, quand on voit, l'histoire n'est jamais linéaire, jamais linéaire. Ça part, et si on prend, par exemple, je parle sous l'autorité de Moustapha, si on prend par exemple l'épidémiologie moderne, qui est née au XVIe siècle avec un médecin italien, c'est le médecin italien qui va le premier, hein, le médecin italien, Franck Caspero, qui permet de faire émerger le concept de contagion vivant, c'est-à-dire une transmission pathogène par le biais d'un agent vivant et invisible. L'Italien va dire, mais non, il y a un problème, il y a des virus. Hein, et bien, l'histoire n'est pas. Les gens ne vont pas le croire. La faculté de médecine, puisqu'on était dans la médecine des humeurs, donc il fallait attendre pour que cette question de virus revienne. C'est le 19e siècle, c'est 1845. Pour que l'épidémiologie soit inscrite comme... donc, hein, on était dans l'idée hippocratique hein, de l'air, la transmission par l'air. C'est l'idée hippocratique depuis longtemps. Hein. Donc, vous voyez comment l'histoire aussi, les médecins sont des mondes sociaux aussi hétérogènes, conflictuels entre eux.
c'est pas uniforme, hein. Il n'y a pas d'homogénéité. Il y a des conflits d'intérêts, il y a des contradictions. La médecine, pour moi, je la définis, hein, je m'excuse, il y a des médecins. La médecine, c'est une pratique sociale qui s'appuie, bien sûr, sur des sciences, biologie, etc., mais qui c'est la rencontre, c'est dans cette pratique, la rencontre entre deux subjectivités. La subjectivité du médecin et la subjectivité du malade. C'est dans cette rencontre-là que la pratique va m'aider à se mettre à jour. Hein. Bien sûr que ça s'appuie sur des protocoles, bien sûr, mais la médecine n'est jamais standardisée. La pratique n'est pas de l'ordre. Elle est variable. Et là, je l'ai étudié pendant 30 ans, il y a des variations terribles dans les interactions entre les malades et les médecins. Hein. Il y a des variations terribles. On n'aura jamais un protocole standardisé. Donc ça, c'est important de le dire. Hein. Donc j'essaie de comprendre avec sérénité, avec distance, les mots des acteurs sociaux à partir du terrain qui est le nôtre. Alors, l'épidémie Covid-19, revenons maintenant à l'épidémie Covid-19, c'est un fait social total. C'est un fait social total au sens de Mauss. Hein. Elle concerne toute notre vie sociale. Hein. Elle concerne notre alimentation, elle concerne nos sommeils, elle concerne nos rapports aux autres. Donc ça va bouleverser. Hein. Elle interroge de façon critique, hein, la société, et elle bouleverse nos modes, nos anciennes attitudes. Hein. Donc ça c'est important. Donc c'est une nouvelle dynamique qui se met en jeu, qu'il s'agit de comprendre modestement. Alors on a essayé modestement de voir les interprétations, comment les gens interprètent la pandémie. Première question, comment les gens l'interprètent, hein? Que disent les gens sur la pandémie? Deuxièmement, comment ils nomment la pandémie, comment ils s'informent sur la pandémie, hein? Il est important aussi de comprendre aussi comment elle est vécue au quotidien, comment les gens vivent la pandémie au quotidien, qu'est-ce qu'ils disent sur le quotidien. Donc il y a le dire sur l'interprétation et le faire. Il y a aussi les rapports aux mesures de protection. Que représente le masque chez les gens? C'est quoi le masque chez les gens? Bien sûr, il y a eu un décret en juin, on produit un décret rapidement, de façon précipitée, en disant, allez, tout le monde met le masque. Mais un décret, on ne change pas une société par décret. Ça, c'est pas moi qui dis, c'est les sociologues des organisations. On ne change pas une société par décret. C'est pas parce que vous présentez un décret ou une loi la plus importante, vous allez changer la société. Hein. La société, c'est des rapports sociaux. Hein. Rapports sociaux concrets. C'est des rapports sociaux contradictoires. Hein. C'est dans la réalité quotidienne qu'on peut changer. Donc, il faut faire attention aux mots. Hein. Il faut faire attention aux mots, c'est important. Donc, je vais essayer. Il y a le problème des mesures de protection, notamment. Il s'agit ici de décrypter au confinement. Alors, que représente le confinement chez les gens? Donc, quatrième proposition, j'essaie de voir on va essayer de voir qu'est-ce que c'est que comment ils vivent le confinement. On peut donner notre point de vue sur le confinement, mais que disent-ils sur le confinement? Et enfin, il s'agit de décrypter les significations des gens face au mode de gestion du Covid-19 par les pouvoirs publics. Qu'est-ce qu'ils pensent? Personne n'a posé la question. Vous savez, j'ai dit à Nabil une fois, je l'ai vu, mais je dis, c'est pas possible, on a oublié la société. La société a été oubliée. Je l'ai dit. La société a été oubliée dans cette Covid-19. On a oublié la société. L'ordre de vie est le même. Les marchés informels sont là. Il n'y a pas eu de traçage, il n'y a pas eu de modification de l'espace urbain. C'est toujours l'espace urbain. Il n'y a pas eu de modification. Comment voulez-vous que les gens changent quand l'espace reste le même? La société a été carrément oubliée. Ce n'est pas vrai. Au début, il y a eu quelques associations faire valoir qui se sont mobilisées. Mais après, il n'y a plus rien. C'était une gestion sécuritaire et administrée de la Covid-19. Hein. C'était est-ce que vous mettez le drapeau, le procès, etc. Donc, vous voyez, la société, et c'est ça mon cri de colère, c'est qu'on a oublié de comprendre la société. Elle n'a pas été intégrée. Alors, c'est dommage, c'était, pour moi, la Covid-19, c'était un moment, mais vraiment propice, sincèrement, pour remobiliser la société. La transformation de la société pouvait se faire par la médiation de la pandémie. Et encore fallait-il qu'il y ait des concertations, qu'il y ait des discussions, qu'il y ait remise en question. Ça, c'est un autre débat. On va voir. Donc, ça, c'est important. Voilà. Hein. Et c'est la notion de confiance qui revient. La confiance a-t-elle été mise entre les pouvoirs et nos interlocuteurs? Alors, voilà.
Donc on a réalisé 29 entretiens approfondis. Hein, on n'a pas pu exploiter toutes les données. Hein, c'est un rapport préliminaire, on s'excuse. C'est quelques repères qu'on va vous donner les principaux résultats. Hein. Voilà. L'approche qualitative, elle nous a semblé pertinente parce qu'elle permet de mettre en exergue les mots, les métaphores, et restituant et traduisant leurs propos. Elle s'attache moins à la représentation. On va pas compter, on ne compte pas. Hein. Il s'agit d'indiquer de l'intérieur que toute société. Et vous savez, toute société n'est pas une cruche vide. Les gens pensent que la société c'est une cruche vide. Qu'on peut remplir. Allez, on va remplir. La prévention, allez, faut faire ça. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous savez, les enquêtes qui ont lieu sur les messages préventifs, j'ouvre une parenthèse. Hein. En 2008, en France, concernant le tabagisme, plus de la moitié des gens qui ont arrêté la cigarette, ce n'est pas lié au message préventif. Ce n'est pas lié à la hausse du prix. C'est lié, vous savez à quoi? C'est lié à des conduites, ce qu'on appelle, nous sociologues, des conduites vertueuses. Il n'y a pas seulement des conduites à risque chez les gens, il y a des conduites vertueuses. Se marier peut permettre d'arrêter la cigarette. Trouver un emploi peut aider à arrêter la cigarette. Hein, vivre dans un nouveau logement peut permettre d'arrêter. Vous voyez, il y a des conduites vertueuses aussi. Alors, les conduites à risque, on a des motivations différentes. Un ouvrier, la raison de fumer n'est pas la même chose qu'un cadre. Il y a d'autres raisons. Mais ce n'est pas l'objet. Hein, c'est pas l'objet. C'est montrer qu'il faut faire attention à la rhétorique d'une prévention qui n'a pas un ancrage dans et par la société. Et les gens le disent à la fin du rapport. Ici, donc les gens le disent. Donc cette mission de prévention contractuelle, socio-sanitaire de proximité n'a jamais eu lieu. On est dans une prévention médicale qui est importante. Mais il y a autre chose dans la prévention médicale. Il y a autre chose. Voilà. Alors, premier élément, c'est à la quête du sens du mal. Comment les gens vont s'informer? C'est ce que j'ai appelé une obsession cognitive. Alors, contrairement à tout ce que disent les gens dans le discours, les gens vont s'informer. Ils vont aller à la quête de l'information. Hein. En tout état, le souci de donner sens à la pandémie est prégnant. Qu'est-ce que c'est que cette pandémie? Donc, il y a une obsession cognitive dans cette cacophonie cognitive, hein, parce qu'il y a vraiment une cacophonie aussi. Hein. Tout le monde est ciblé, hein, tout le monde, les médecins, etc. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que ça déconstruit l'idée formulée a priori sur l'indifférence ou l'insouciance informationnelle des personnes à l'égard du virus. Hein. Ce n'est pas vrai. Les gens vont s'informer. On verra auprès de qui ils vont s'informer. Auprès de qui? Ça, c'est important. Ça, c'est vachement important. Hein. Donc, le Covid-19 est nommé de façon récurrente par le terme de corona. Hein, corona. Hein. Donc, il y a de l'humour autour du corona. Il y a beaucoup d'humour des jeunes dans les quartiers. On va jouer sur le mot. Il s'apparente souvent à une grippe. Les gens parlent de grippe souvent. Les mots récurrents qui reviennent, c'est grippe. Grippe orpheline de tout traitement. Ils reconnaissent que cette grippe peut conduire, du fait de la contamination, à la mort de la personne. Alors, cette quête d'information est inégale selon les uns et les autres. Hein, si on a interviewé un étudiant en médecine, un biologiste, eux, ils sont dans une logique plus d'acculturation au savoir médical. Donc, ils vont chercher les virus, hein, les différents virus, etc. Donc, il y a un travail de fourmi au niveau des réseaux sociaux, tout ça. Donc, la quête d'information, elle est inégale selon les uns et les autres, cette quête d'information. Alors, de façon plus théorique, ce qu'il faut dire sur l'information, je crois que c'est important. L'information n'est pas ignorée, mais elle est toujours filtrée. Les gens n'ignorent pas l'information, mais elle est filtrée, elle est retravaillée, elle est réinterprétée. Vous savez, il y a une autre contagion qui est sociale, on ne parle jamais. C'est la rumeur, c'est une contagion, la rumeur. Contagion sociale. Hein, c'est une contagion sociale. Donc, vous voyez, on revient le social, il est là. La rumeur, Edgar Morin avait parlé, un livre très intéressant, sur cette question de rumeur. Donc on voit bien comment l'information, elle va être diffusée différemment selon les uns, selon les ressources des uns et des autres. Donc, l'information, les gens vont classer les faits différemment, et les faits qui ne correspondent pas, à leur représentation, à leurs attentes, à leur représentation, sont considérés comme moins réels que ceux
que ceux qui correspondent. Donc, vous voyez, c'est important, c'est que le danger réel de l'épidémie ne détermine pas, ça c'est important, c'est ça qu'il faut comprendre, ne détermine pas la perception du risque. Tout le monde sait que c'est mortel, ne détermine pas la personne. Il n'y a pas une seule logique unilatérale qui dit, sinon la société c'est une machine. Si tout le monde va penser dans la manière. Donc, vous voyez que le danger réel de la pandémie ne détermine pas la perception du risque. Donc, il y a des perceptions en fonction de la manière dont je vais récupérer l'information. Donc, il y a toujours. Ça, vous savez, l'information, c'est aussi un élément de pouvoir. Il ne faut pas oublier, ça c'est Crozier, c'est vieux comme débat, mais c'est important de le redire. Avoir l'information, c'est avoir du pouvoir. On va chercher les zones d'incertitude. Ceux qui maîtrisent les zones d'incertitude auront du pouvoir. Ce n'est pas le statut. Je peux être directeur et ne pas avoir de pouvoir. Réel, pas formel. Je peux avoir le statut. Donc celui qui détermine l'information. Donc l'information est aussi une question de pouvoir. Alors, qui va informer les gens? Ce qu'on observe dans nos travaux, l'information, c'est le réseau familial qui va jouer un rôle extrêmement important. J'ai été informé par le grand frère, il est branché. Donc l'appropriation de l'information se construit en référence à une autre notion extrêmement importante, c'est la confiance. La confiance accordée aux personnes. Plus j'accorde de l'importance à une personne, plus j'ai confiance, plus je pense que l'information est crédible. Vous voyez comment la notion de confiance. Vous savez, un auteur comme Simmel, qui est un grand sociologue, pour moi c'est un des Allemands produit des choses. Il disait qu'il n'y a pas de société s'il n'y a pas de confiance. Lui, il définit la société par les interactions entre les gens. Il dit qu'il n'y a pas de société s'il n'y a pas de confiance. On peut parler de tissu social, mais pas de société. Donc on voit bien comment la confiance structure le fonctionnement d'une société. Mauss parle de cohésion. Il dit qu'il n'y aura pas de cohésion face aux épidémies, face aux guerres, face aux trucs. La cohésion est liée. La cohésion est liée à la confiance. La confiance d'une manière plus quotidienne, parlons quotidiennement. Mais je vais en parler tout à l'heure, parce que je reviens sur... Mais c'est important, parce que si je vais à la poste et je sais qu'il y a de l'argent, je fais confiance. Si je prends le bus, je sais qu'il vient à 12h30, je fais confiance. Si je prends l'avion à 15h30, je fais confiance. La confiance aussi est dans c'est croire. Je crois à ça, je crois. Je crois à l'institution. Parce que je sais que... vous voyez, dans la vie quotidienne, on vit avec des certitudes. Je suis certain que je trouverai mon argent. Ça, c'est la certitude. La confiance est liée aussi à la façon dont on construit, confiance-défiance, à la façon dont on construit notre rapport aux institutions. Alors, les personnes, bien sûr, il y a la famille, c'est pas exclusif, mais les gens vont conjuguer, bien sûr, vont conjuguer les sources d'information. Les réseaux sociaux vont jouer un rôle extrêmement important dans la captation de l'information. Alors, je vais citer, je ne vais pas trop citer parce que ça va prendre beaucoup de temps. Donc, c'est un jeune, célibataire, c'est un artisan qui disait, oui, bien sûr, il y a mon frère, mon grand frère à la maison, c'est lui le plus informé sur le sujet. Donc, vous voyez, déjà, il dit que c'est le plus informé sur le sujet. C'est la personne qui ordonne à tout le monde de changer les vêtements, de se laver les mains et mettre le masque. C'est juste parce qu'il est très informé et il est à jour sur le corona et la pandémie. Il voit ce qui se passe à l'extérieur, aux hôpitaux, donc son cerveau est bien rempli, est bien rempli d'informations sur lesquelles il agit comme ça, voilà comment il est branché. Bien sûr, dans cette quête, il y a aussi la famille. Il faut revenir à la famille. La famille, c'est une institution sociale, hiérarchisée. Il n'y a pas que de l'affectif dans la famille. Il y a un rapport, et le rapport à l'aîné, par exemple, quand il dit mon frère donne des ordres, il y a aussi ça. En même temps, je prends l'information de mon frère, mais en même temps, je le respecte parce qu'il est l'aîné. Donc la hiérarchisation sociale, la famille, c'est pas naturel. La famille, c'est pas, comme on le dit, une cellule de base, bien comme il faut, conformiste, ce n'est pas vrai. La famille est historiquement une institution sociale. Elle est fabriquée. Elle est aussi de l'ordre de la fabrication, en partie par le politique. La famille n'est pas naturelle, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On travaille beaucoup sur la famille, un livre sur famille et santé,
on avait beaucoup travaillé sur la famille, c'est question de la famille comme productrice de santé. Donc, alors, l'autre métaphore, c'est corona. C'est-à-dire qu'un jeune va parler de corona. Il va traduire cette notion de corona en corona. Or, ce qu'il entend par corona, c'est-à-dire qu'il nous tourne en bourrique, quelque part. Hein. On ne sait plus ce qu'on doit faire. On ne sait plus. Il y a une gestion très liée au rapport de force, bien sûr, entre les patrons économiques, etc., et le pouvoir. Donc, mais il montre bien comment, au fond, hein, comment l'obsession s'estompe et comment comment, en fond, c'est l'incertitude. Il montre qu'on est dans l'incertitude. Oui. Est-ce que demain ils vont ouvrir? Les chiffres, monsieur le sénateur en parlait, ils en parlent très bien, les chiffres. Il y a 4 morts, 5 morts, etc. Mais qu'est-ce que ça signifie, ça, dans le contexte sanitaire algérien? Qu'est-ce que ça signifie? Donc on a l'impression, à partir de 5 heures, c'est la langue de bois qui revient. Hein. C'est tac, tac, tac. Mais on ne sait pas. Un chiffre a du sens qualitatif. Il faut le retravailler en fonction du contexte. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans la société? On ne sait pas. On ne sait pas. Les chiffres officiels sont produits à partir des institutions de santé. Mais la société est oubliée. Qu'est-ce qui se passe dans la société? Il faut en parler quand même. Il faut en parler. Hein. Donc vous voyez le silence autour de... Corona, c'est un peu ça. Hein. Ils nous ont tourné en bourrique. Hein. L'expression populaire signifie de façon modérée être tourné en bourrique les premiers jours. Alors, c'est aussi l'obsession cognitive va progressivement s'estomper. Les gens vont commencer à la longue durée de la pandémie produit une autre forme sociale. C'est-à-dire qu'après 2 mois, 3 mois, il y a une autre forme sociale de routine qui va s'inscrire dans la société, hein, pesante, lassante et crispante. Hein. Mais il importe de continuer à vivre. Ça, c'est une expression qui revient beaucoup chez les gens. Il faut qu'on vive, il faut qu'on travaille, même de façon informelle. Hein. Et la société, moi j'ai fait un peu d'observation, j'ai un journal d'observation, j'ai observé les cafés fermés, mais il faut qu'on travaille. On passera derrière le magasin et on prendra le gobelet de café. Donc, vous voyez, c'est comment on est dans une logique de contournement de la règle, hein, parce qu'il faut bien travailler. Hein. Donc, l'informel n'a pas disparu, contrairement à ce qu'on dit. Au contraire, avec la pandémie, il a pris de façon plus souterraine, de façon plus invisible, il a pris de l'importance. Hein, il a pris de l'importance. Alors, ça c'est l'interprétation. Donc l'interprétation, c'est il y a une obsession cognitive. L'interprétation, elle est toujours active. Et troisième élément, c'est le réseau familial qui apparaît comme un acteur important dans la transmission de l'information, liée à la confiance. Maintenant, comment les gens vivent la pandémie? Lutter contre... Alors, comment... C'est le quotidien. Le quotidien. Moi j'aime bien cette notion de quotidien parce qu'elle permet de montrer un peu l'ordinaire, ce qui paraît ordinaire, ce qui paraît banal, ce qui paraît secondaire. Mais c'est important. C'est notre quotidien qui est au cœur de la société. Hein? Donc c'est important de fouiller cette banalité, cet ordinaire. Que nous disent, que font les gens? Hein? Donc, au début de la pandémie, les personnes insistent. Alors c'est l'élément qui revient fortement. Les gens vont insister sur la rupture temporaire des liens familiaux. Des liens familiaux et sociaux. Ça c'est extrêmement important. Hein? Parce que pourquoi c'est compliqué, hein? Ne plus voir son père, ne plus manger avec son frère, et la logique d'évitement, hein, c'est des éléments extrêmement importants, parce que ça remet en question toutes les certitudes antérieures. Hein. J'avais l'habitude d'aller voir mon père, je l'embrasse, etc. Donc toute la quotidienneté antérieure, elle est remise en question à travers la pandémie. On est dans une logique d'évitement. Cette dame de 84 ans qui était retraitée, mais qui très lucide. On a des gens ordinaires qui, je ne sais pas, qui parlent, qui disent des choses très sensibles. 84 ans, mon fils, je ne peux plus voir mon fils. Je ne peux plus voir. Elle est seule, elle habite seule. Son fils est marié, son fils va lui acheter, elle n'a jamais utilisé le portable de sa vie. Et son fils va lui acheter un portable. Et il va lui apprendre, mais c'est difficile pour une vieille de 84 ans, hein, comment la médiation du portable
Hein? Mais le portable, ce n'est pas la relation directe, c'est bien entendu. Mais comment le portable va jouer un rôle extrêmement important pour tenter de revivifier ces relations sociales. Hein? Ces relations sociales. Donc, on est bien, c'est des affects négatifs importants qui sont profondément marqués. La peur, l'ennui reviennent souvent. L'isolement social. L'isolement social. Hein? L'isolement social. Alors, ce sont des affects négatifs importants qui semblent profondément les marquer. Mais, encore une fois, ces sentiments, il faut les retravailler théoriquement. La peur, l'ennui, c'est des affects négatifs. Et le seul qui a, à ma connaissance, le fondateur, celui qui a travaillé sur les affects, c'est quand même Spinoza. C'est quand même Spinoza. Et Spinoza, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit une chose très importante. Les affects ne sont pas liés à notre intérieur. Comme si on est... Moi, je ne crois pas à la... Je crois pas trop à la cognition, le cerveau, etc. Les sentiments comme la peur, comme l'ennui, comme la haine, des sentiments négatifs. Ils ne sont pas naturels, ils sont le produit. Et c'est ce que dit Spinoza, d'un contexte social et politique. Hein. Si on ne restitue pas les situations dans lesquelles les gens sont, ben on ne comprendra rien. On va être dans l'étiquetage. On l'a dans l'étiquetage négatif. Hein. Donc c'est important. Hein. Ces sentiments sont nullement fabriqués de l'intérieur de la personne, dans une condition venant uniquement de soi. Hein. Même s'il y a effectivement des sentiments, mais il faut les recontextualiser, il faut les mettre en perspective. La peur, hein, la peur vient aussi de l'ambiance anxiogène qui marque des personnes. Hein. L'un des paradoxes tragiques de la pandémie, hein, vous savez, peut-être un mot sur cette notion de pandémie. Hein. Pandémie, c'est quand même des historiens qui vont montrer. C'est Gérard Fabre, c'est Braudel. Hein. Braudel qui a beaucoup travaillé, qui montre comment la pandémie est liée à l'extension des réseaux de communication. Hein. C'est l'extension des réseaux de communication, c'est la mondialisation. Et Braudel a été un premier historien. On oublie Braudel, qui est un grand historien. Hein. Gérard Fabre reprend dans l'épidémie, etc. Comment la pandémie, de l'épidémie, on est passé à la pandémie. Hein, c'est l'extension des réseaux de communication, l'extension, la mondialisation qui commence dès le XIXe siècle, hein, qui va permettre cette pandémie. Hein, cette pandémie. Le paradoxe tragique de la pandémie, c'est celui d'éviter l'autre. On est dans l'évitement de l'autre, tout en étant un membre de sa famille. Vivre avec la pandémie, c'est subir. Alors là, c'est ça qui est important. On oublie ça, c'est subir les secousses relationnelles extrêmement importantes. Les gens vont être secoués sur le plan relationnel. Hein? Alors on dit, mais les jeunes, ils sortent dans le quartier. Moi je suis dans un quartier HLM, je vois les gens, ils sortent avant le couvre-feu, ils sortent là, ils sont ensemble. Mais c'est lutter contre l'exiguïté du logement, c'est lutter contre les secousses relationnelles. Ne pas voir sa mère, ne pas voir son père, rester soi. Donc vous voyez comment les secousses relationnelles vont être extrêmement fortes durant cette pandémie. Vous savez, quand vous évitez tout geste affectif ou de proximité, c'est vous inscrire nécessairement dans une stratégie d'isolement, d'isolement social, pour le bien de son fils, de sa fille ou de son père. Et ça crée de la culpabilisation. On retrouve la notion de culpabilisation chez les gens. Être culpabilisé, c'est si demain mon père est contaminé à cause de moi. Vous voyez, les gens sont, contrairement à ce qu'on dit, les gens ne sont pas dans l'indifférence. Moi, je n'ai pas vu cette indifférence. Les gens sont très sensibles à la contamination d'un parent. Donc, ils vont l'éviter. Hein? Les gens vont manger seuls. Ils ne vont pas, ils vont éviter tout geste affectif. Hein? Même s'il y a des contradictions, il y a des gens qui embrassent leur frère, tout en étant, en mobilisant d'autres mesures. Mais ce qui m'a semblé extrêmement important, c'est que la pandémie va produire aussi de la culpabilisation chez les gens. Hein? Parce qu'il y a un imaginaire autour de la pandémie. Hein? L'imaginaire est lié au réel. L'imaginaire ne se dissocie pas du réel. L'imaginaire est produit du social. Il y a un imaginaire qui est important à étudier. Sinon, on ne comprend pas une société. Rappelez-vous avec Ballandier. Hein, il y a la production d'un imaginaire qui est extrêmement important.
Regardez ce que je vais lire cette personne. Ma relation a changé. Mes parents malades sont tout le temps à la maison. Ils ne sortent pas beaucoup. Et moi, quand je suis à l'extérieur, je risque d'embrasser une personne, juste de la serrer la main. Je pourrais m'infecter ou je pourrais faire entrer le Covid à la maison. Et de faire tomber mes parents malades. Hein. Moi, je suis une personne jeune. Je pourrais guérir rapidement. Vous voyez, il pense plus à ses parents qu'à lui. Hein. Et ça, on le retrouve dans d'autres enquêtes sur les jeunes. Hein. Il pense beaucoup à sa mère, à son père qu'à lui. Donc, moi, je suis une personne jeune. Hein. Je pourrais guérir rapidement. Par contre, mes parents, ils sont âgés, ils sont des malades chroniques. Ce n'est pas le cas pour eux. À la rentrée de la pandémie, je suis resté 1 mois en dehors de la maison, chez ma grand-mère. Voilà, ils vont fuir l'espace domestique pour aller chez sa grand-mère pendant 1 mois. Je n'ai pas vu mes parents. Ou parfois, on se parlait juste au téléphone. C'est juste par peur de les infecter. Personne ne sait s'il est malade ou pas. Donc, personne ne sait. Ça revient souvent. Personne ne sait s'il est malade ou pas. Ça, c'est la notion d'incertitude. C'est l'invisibilité. Le virus, on ne le voit pas. Il est de l'ordre de l'invisibilité. Les gens l'oublient. Il est de l'ordre de l'invisibilité. Invisibilité et incertitude vont se conjuguer pour produire de la peur, de l'ennui, etc. Cette notion d'ennui, en Algérie, elle est extrêmement importante. Je pense que s'il y avait un projet de recherche, je suis partant sur la question de l'ennui. L'ennui, c'est très important. Pourquoi c'est important ? Pourquoi c'est important l'ennui? Parce que d'abord, il n'y a pas d'espace culturel, il n'y a rien. Il n'y a pas d'espace culturel, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de bibliothèque, pas assez de livres, il n'y a pas de... Mais pas au-delà de ça, au-delà du formalisme institutionnel, culturel. C'est pas ça le problème. Vous savez, les gens parlent du temps vide, le temps vide. Le temps vide. Vous savez ce que c'est que le temps vide? C'est ne rien faire. C'est ne rien faire. Et d'autant plus que pendant la pandémie, l'ennui va prendre encore plus important, une importance plus grande. L'ennui, c'est se refermer sur soi-même, c'est produire de l'angoisse sur soi-même. Hein. Alors les gens disent philosophiquement, je réfléchis à ma vie. Ouais, quand tu es cadre, quand tu es une élite, tu vas réfléchir. Quand tu es... Mais un gars qui n'a pas de boulot, qui est sans perspective, à quoi il va réfléchir? À rien. Ouais, rien, je veux dire. Hein? Et l'ennui va prendre de plus en plus d'importance, d'autant plus que les jeunes vivent plus à l'extérieur. Hein? Ils vivent plus à l'extérieur. Ils rentrent très tard le soir. Hein? Ils rentrent très tard. Donc s'enfermer dans une sorte dans l'enfermement domestique, hein? Ça crée des tensions, ça crée des conflits, ça crée... Hein? Et là aussi, c'est important. On l'a développé, il raconte les tensions. Hein? Moi, je n'ai pas le temps de développer, mais il raconte toutes ces tensions de violence. Hein? Violence dans la famille. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? On se regardait dans une pièce, dans 2 pièces. Se regarder mutuellement. Bien entendu, on verra que le confinement est vécu différemment. On va le voir. Il y a des différences sociales, des inégalités, bien entendu. Mais là, je parle de la pandémie, comment elle est vécue. Alors, vous voyez comment un élément institutionnel va encore renforcer l'incertitudde. Un élément institutionnel. L'ouverture précipitée le 7 juin 2020, allez, certains commerces, c'est l'Aïd, c'est la pression, ouais, on ne gère pas la pression. L'Aïd, pâtisserie, on va ouvrir une pâtisserie, on va ouvrir tout ce qui est vêtements, etc. Donc, a été beaucoup dans la reprise progressive des liens sociaux dans l'espace public. Cette ouverture précipitée, sans prévenir, va jouer dans le fait que les gens vont sortir dans l'espace public. C'est une opportunité pour se retrouver dans l'espace public. La dimension affective, la longue durée de la pandémie, le besoin urgent de retrouver son activité, même de façon informelle et détournée, a prévalu au parti d'une partie de la population. Hein. Par exemple, les cafés, j'avais donné l'exemple du café ouvert. Hein. Donc, et ça aussi, vous écoutez des émissions, vous dites, mais les commerçants, il faut les pénaliser, ils n'ont pas respecté les mesures, etc. Moi, pour un sociologue, c'est de la violence. C'est de la violence symbolique. Je m'excuse. Le commerçant, il vient d'être fermé pendant combien de mois? Il faut de l'argent, il n'a pas touché un sou. Il faut désinfecter. Il faut acheter des masques. Attention, vous savez, la compréhension de l'intérieur nous permet de relativiser nos slogans. Attention, les mots sont importants. Hein.
Il faut faire attention aux slogans, il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Voyez la réalité. Hein, il faut les réprimer, des procès, etc. Mais, allez, est-ce que vous avez écouté le commerçant, ce qu'il a dit, le petit commerçant, ce qu'il a dit? Hein, moi, je les ai écoutés. Ils le disent ici. Je n'ai pas travaillé, je suis en faillite, je dois payer le loyer, 4 millions de loyer, etc., etc. Vous voyez les conditions. Hein, vous savez, on ne peut pas changer. C'est Jaurès qui a dit ça. Jaurès a dit une phrase merveilleuse. Pour l'Algérie, elle est très belle. Si on ne veut pas changer les choses, on change les mots. Si on ne veut pas changer les choses, on change les mots. Allons-y. Hein. Alors, quand je dis, quand à la radio on écoute le masque est distribué gratuitement, c'est des associations qui vont distribuer le masque. Il n'y a pas d'association. Il n'y a pas une de masque distribuée gratuitement. Hein. Donc, il faut faire attention aux mots utilisés. Vous savez, c'est un peu en parlant de cette éthique délibérative. Il y a une éthique délibérative, une éthique démocratique importante à mettre en œuvre dans cette notion de prévention socio-sanitaire de proximité. Sinon, on est dans la rhétorique. Hein. Sinon, la société, il faut la comprendre de l'intérieur. Sinon, elle ne va pas vous suivre, elle ne va pas suivre. Regardez cet entretien. Je suis resté chez moi pendant 20 jours à la maison, dans le quartier. Les gens sont dehors. Et les marchés sont pleins. C'est devenu une routine, mais maintenant ça doit venir, ça viendra ou ça ne vient pas. Silence, un silence. Ça viendra ou ça viendra ou ça ne viendra pas. C'est-à-dire que le virus viendra ou ne viendra pas. Hein? Au début, on se retenait de rendre visite à la famille. Maintenant, si ça vient, ça vient. Je parle à la famille. Vous voyez, il y a eu pendant une période, les gens ont respecté. Pendant les 2 premiers mois, il y avait un respect énorme. Et progressivement, avec l'ouverture, etc., il y a eu progressivement, les gens en ont eu marre, il y a eu un déni du risque, on est dans le déni du risque. Hein? Il y a un déni qu'il faut comprendre pourquoi il y a un déni du risque. Hein? Je crois que c'est important. Hein? Voilà. Donc les gens vont vivre avec ces 28 ans, propriétaires d'une salle de jeu, célibataire. Alors il y a une double incertitude produite par la pandémie et la misère matérielle. Hein? Il n'y a pas que la pandémie, il y a aussi la misère matérielle et morale qui est prégnante. Hein. Ce taxieur clandestin qui attend un soutien de l'État, qu'il estime juste et impératif pour réduire. Donc il va parler il va dire, mon quotidien, alors il parle du quotidien. C'est ça, on voulait faire parler sur leur quotidien. Hein. Mon quotidien a changé sur le plan des relations sociales. Tu as peur pour les enfants, tu crains les gens, la logique d'évitement, tu crains les gens. Tu ne sais pas d'où ils viennent, Dieu seul le sait. Il faut prendre ses précautions tous les jours. Tu doutes de quelque chose. Il y a des citoyens qui peinent pour amener du pain. D'autres, ce que j'ai appris, qui aidaient les mendiants, sont devenus eux-mêmes mendiants. Hein. L'État doit faire des efforts pour prendre en conscience, etc. etc. J'ai 4 personnes à ma charge et je n'ai pas un travail stable. Hein. Donc là, on voit bien qu'il est dans une double incertitude, à la fois liée à la pandémie. Il y a des gens, il faut que j'évite, etc. Et à la fois dans la misère matérielle et morale. C'est la réalité. C'est pas du misérabilisme. Je ne suis pas dans le misérabilisme. C'est la réalité. Aujourd'hui, il y a un accroissement des inégalités socio-sanitaires. C'est clair, net et précis. Et je peux donner des exemples d'entretien, mais je n'ai pas le temps. Hein. Voilà. Le 3e élément, c'est le masque, le rapport au masque. Le rapport au masque. Alors, le masque n'est pas mobilisé de façon permanente, mais aléatoire, selon les situations et les espaces. Hein? Ça, c'est intéressant. On a posé la question, mais quand utilisez-vous le masque? À quel moment? Pourquoi? Hein? Alors, on voit bien que nos interlocuteurs insistent sur l'usage différencié du masque. Celui-ci, il sera spontanément enlevé en présence d'amis. Tiens. Dès qu'il est avec ce copain, il enlève le masque. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que, en effet, mettre le masque dans une logique d'opposition à ses amis, c'est nécessairement affronter douloureusement. Et oui, parce que le risque, les gens n'oublient qu'il n'y a pas que le risque sanitaire. Il y a des risques sociaux, des risques politiques, il y a des risques identitaires. Hein? Si demain, je mets le masque, là, eux, ils sont là, ils ne mettent pas le masque. Et moi, je passe devant eux. Qu'est-ce qui se passe? Il est affronté à un autre risque, pas sanitaire,
mais un risque statutaire et un risque identitaire. Demain, je vais être stigmatisé. Mais non. Hein? Donc on voit comment la pandémie va produire ce que Gérard appelle, je connais ce plan, je ne sais pas sur ton autorité, le mimétisme. Le mimétisme. Hein? Je préfère sacrifier, mais être comme les autres. Hein? Et plus on est dans une société virile, dans une société patriarcale, plus l'important c'est de se montrer comme les autres. Hein? Attention les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Attention. Hein? Donc, vous voyez, c'est très important de voir comment... Il n'y a pas que le risque sanitaire, il y a le risque aussi identitaire, le risque statutaire. Hein? Vous savez, je peux donner des exemples. Cette femme qui est sur le tabagisme, c'est la même chose. C'est des exemples pour montrer un peu la complexité de la prévention, la complexité. Cette femme, elle fume. Elle est enceinte et elle fume. Elle fume. Alors, le médecin, qui n'est pas formé à la prévention de manière sanitaire, socio-sanitaire, elle est folle, elle va contaminer son enfant, c'est un problème. Alors, quand on l'interroge, pourquoi elle fume? Pourquoi elle fume? Elle fume parce qu'elle a des enfants, des petits-enfants. Elle fume pour calmer ses mères, c'est-à-dire qu'il y a un risque de stress. Le stress, je lutte contre le stress pour essayer de calmer mes enfants, d'être calme. Si je ne fume pas, ça va être la tension tous les jours. La cigarette est devenue un élément, bien sûr. Hein, donc vous voyez, c'est compliqué cette question de rapport, du rapport. Et pour moi, tout ce qui est... Là aussi c'est un problème très sérieux. C'est un problème très sérieux. Comment on médicalise les problèmes sociaux et politiques. C'est terrible la médicalisation des problèmes sociaux. Je m'excuse pour... Il y a des médecins ici. Mais l'obésité, c'est pas une maladie. C'est un problème social. C'est un problème social. La toxicomanie, c'est pas une maladie. C'est un problème social et politique. Hein? La sexualité n'est pas un problème médical. C'est un rapport social, c'est un rapport de pouvoir entre, etc. Hein? Donc vous voyez comment cette tendance à la médicalisation, hein, le culte de ce qu'on appelait le culte de la santé, de la santéisation, hein, pour reprendre un philosophe. Donc on voit bien comment c'est important de réfléchir. C'est toujours il me reste combien de temps? Je termine, hein? Je termine. Hein? Donc, le masque a toujours été... Les gens disent, je ne peux pas garder le masque à 100%. Hein, il étouffe, disent-ils, je ne peux pas le garder. Hein, dans les différents quartiers, le masque et les gestes ont un peu de visibilité en termes d'affiches. Alors oui, ça si, c'est étonnant quand même, c'est étonnant. Vous parlez de prévention, mais où est la prévention dans les quartiers? Moi, dans mon quartier, j'ai vu les quartiers, j'ai tourné dans les quartiers, il n'y a aucun signe matériel de la prévention, il n'y a pas d'affiche, il n'y a pas de traçage. L'ordre de vie ancien reste le même. L'ordre ancien reste... Comment voulez-vous changer de comportement si les situations restent les mêmes, hein? Donc ça, c'est un problème sérieux. Alors, je vais aller vite parce que je pense que j'ai trop parlé. Alors, le confinement, pour les gens, c'est une prison. Le mot prison revient souvent. Hein? Il définit, c'est une torture morale. Les termes utilisés, c'est une torture morale. Pour ceux qui sont dans une situation précaire, hein, les gens qui sont... Il parle de prison. Hein, ne rien faire semble être vécu comme une forme de dépréciation de soi. Hein. Quand on n'a rien à faire, on s'autodéprécie. Hein. S'autodéprécie. Le confinement est évoqué pas sur les codes de prison. Ne rien faire semble être vécu comme une forme de... Il s'agit de tuer le temps de l'outil, notamment par les jeunes, face à leur écran. Et là aussi, ils disent, j'en ai assez. Alors c'est une expression qui revient souvent. J'en ai assez du portable et d'Internet. J'en ai assez. J'en ai assez. Il y a une limite où même alors ils étaient drogués les jeunes. Mais maintenant, avec le confinement, ils en ont marre. À un moment donné, même l'Internet ils évoquent la difficulté de rester branché quotidiennement, etc. Hein. Alors d'autres, par contre, mon mode de vie m'a permis de respecter le confinement. On a eu un entrepreneur qui parlait du confinement en disant j'ai travaillé 12 heures, 14 heures, 16 heures par jour pour faire. Donc il y a aussi d'autres éléments. Plus on est dans
dans des classes sociales, dans des couches socialisées, plus le confinement va être vécu soit par le travail, soit par la lecture. D'autres jeunes plus aisés de Canastel, par exemple, des jeunes vivant dans des villas, vont faire la cuisine, vont aider les garçons. Donc il y a aussi des activités qui se font. Donc le confinement est vécu de façon plurielle selon les... il y a aussi de la distinction sociale dans le confinement. Je me distingue parce que je fais telle activité que je n'aurais pas pu faire, etc. Il y a eu aussi des gens qui ont, grâce au confinement, ont instauré des espaces de vie à l'extérieur de leur quartier. Ça, c'est pour le dire. Il y a eu des initiatives qui ont été prises. Donc le confinement, il faut le voir dans sa pluralité, dans sa diversité, mais de façon générale, ce qui retient, c'est une approche qualitative, je n'ai pas de chiffres pour vous dire, mais ce qui est récurrent, c'est la prison, la torture morale. Alors, concernant maintenant comment elle est vécue par la population, alors le terme qui revient souvent, c'est les gens. Nous ne faisons qu'obéir aux ordres. Nous ne faisons que la gestion par les pouvoirs publics est appréhendée. Alors là, on a des choses très intéressantes. Nous ne sommes pas des gens passifs. Nous pouvions apporter quelque chose à cette pandémie. Nous pouvions nous mobiliser. Et malheureusement, on ne nous a pas consultés. On est resté à l'extérieur. À l'extérieur. Donc les gens vont dire, la première fois, ça va, les gens avaient peur du confinement. Mais les gens, c'est que ce qui est important, c'est que les gens vont la gestion est perçue par des discontinuités, des soubresauts. Des soubresauts. Et les gens ne se reconnaissent pas dans ces soubresauts, parce que ça a été mal expliqué. Il n'y a pas eu de pédagogie. Il n'y a pas eu de pédagogie, les soubresauts, les discontinuités, etc. Donc les gens ne se reconnaissaient pas. C'est pas que les gens... Vous voyez, contrairement à des idées, vous voyez, on a des gens qui sont contre la pandémie. Ce n'est pas vrai. Il faut faire attention. Même quand le fatalisme, non. Il faut retravailler le religieux, vous savez, il faut le retravailler de façon très active. Quand les gens disent c'est Dieu qui a, c'est Dieu, ça veut dire quoi? C'est pas du fatalisme, ça. Non, non. Tel que je n'ai que Dieu sur qui compter, il n'y a personne à côté. Il n'y a pas de médiation. Il n'y a pas de pouvoir public. Je ne sais pas à qui je vais m'adresser. À qui je vais me plaindre. Il n'y a personne. Donc il y a Dieu qui peut savoir. Oui, il faut sociologiser la question du religieux en le travaillant de façon micro-sociologique aussi. Le religieux, c'est pas global. Il y a des gens qui sont dans le conformisme, des gens qui sont dans l'hypocrisie, des gens qui croient. Donc voilà, le religieux s'inscrit dans un pluralisme cognitif, qui est important. Donc les gens, il faut faire attention aux métaphores des gens. On est des sociologues, on voit l'implicite aussi, le non-dit des choses. On ne reprend pas textuellement les choses. Donc la gestion de la pandémie est identifiée à des injonctions conjoncturelles, peut intégrer une stratégie explicite. Il n'y a pas de stratégie. Les gens ne voient pas de stratégie. Parce qu'ils n'ont pas intériorisé. Ils ne se sont pas reconnus dans cette stratégie. Voilà. Ils ne se sont pas réappropriés cette gestion. Ils ont été à côté de cette gestion. À côté. Et quand on est à côté, c'est redonner du sens à mon expérience et à ma vie. Je veux vivre, tant pis. Quelqu'un disait je veux vivre, c'est tout. Bon, je vais conclure, je m'excuse, j'étais trop long. La crise sanitaire a dévoilé ses multiples imbrications avec le politique, le social et l'économique, et le sanitaire. Elle ne se réduit pas à sa dimension médicale. Contrairement à ce qu'on dit, la pandémie n'est pas strictement médicale. N'est pas strictement médicale. Le médecin, avec tout le respect que je dois au médecin pour le travail, la citoyenneté biologique qu'ils ont fait, mais ils gèrent les corps organiques. La société est gérée par le politique, par la démocratie quand elle existe. Et ma vie, c'est pas le médecin qui va gérer la vie, c'est moi. Je gère ma vie comme je tente. Et bien, je gère les corps organiques, je gère le mal organique. Donc je crois que c'est important de le dire. Moi, je peux donner une appréciation sur la société à partir des données précises que j'ai. Je ne suis pas habilité à parler de la société comme ça. Je ne serai habilité, légitime à parler de la société qu'à partir du terrain. Je ne peux pas dire les gens sont indisciplinés. Non. Il faut faire attention aux mots des gens.
Hein. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais il faut les déconstruire, les reprendre, etc. Donc, elle concerne toute la société. La pandémie concerne toute la société. Elle indique ses multiples vulnérabilités, ses valeurs, ses logiques d'acteurs déployées et interprétées. C'est toutes nos valeurs qui sont remises en question à travers la pandémie. Toutes nos valeurs sont remises en question. Hein. On est dans une sorte d'incertitude extrêmement forte. Hein. La pandémie aurait été une opportunité de changement sociopolitique majeur revendiquée depuis le 22 février par le Hirak. Hein. Hirak, c'est pas le Hirak, c'est le Hirak comme mouvement social, populaire, hein, Hirak, dans sa globalité. Il n'y a pas deux Hirak, il y a un Hirak. Hein, voilà. Pour dire que, contrairement à la gestion patriarcale de la pandémie, on ne peut pas gérer de façon patriarcale une pandémie. Et j'ai eu des cris de colère dans la presse où j'ai dit la société était refoulée. Elle était refoulée. Si on avait mobilisé la société, je vous assure que le changement aurait pu avoir lieu. Et je vous remercie. Voilà.